l'adolescence, elles ont découvert un lourd secret de famille. Je suis née d'une relation extra-conjugale, donc je vis avec ce secret encore puisque mon père n'a jamais avoué mon existence au sein de sa famille. Un jour, un homme m'a suivi dans la rue et est venu me taper sur l'épaule en me disant « Je suis ton père ». Pendant un temps, elles ont gardé le silence. Il m'a demandé de rester discrète, comme il a dit. Je sentais qu'il fallait que je sois sage. Il fallait pas que je dérange parce que je me sentais vraiment comme une intruse quelque part. J'ai besoin que ça se sache dans un sens pour avancer dans ma vie personnelle. Et puis dans un autre sens, j'ai pas envie non plus de briser sa vie à lui. D'autres ont fini par révéler qu'elles savaient tout. Ma maman, un dimanche matin, est venue me voir dans ma chambre en me disant qu'elle avait trouvé quelque chose qui laissait croire que mon père la trompait. Et par mes pleurs, elle a compris que je savais quelque chose. Mais toute vérité est-elle bonne à dire? On n'a pas à vivre aussi dans la peur, il faut vivre en fonction de ses croyances à soi. Des fois, mieux vaut dire les choses tout de suite. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Ouais. Même si ça peut faire vraiment mal. Quel drôle de parcours. Quel parcours! Oui, c'est sûr. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les femmes que nous recevons aujourd'hui ont toutes découvert, alors qu'elles étaient encore adolescentes, un lourd secret de famille, un secret dont on leur a demandé d'être les complices. Alors comment ont-elles réussi à garder le silence et pendant combien de temps, alors que c'était bien souvent de leurs origines qu'il était question? Eh bien, c'est ce qu'elles vont nous expliquer dans notre première partie que nous avons intitulée « Ne rien dire ». Bonjour Priscilla. Bonjour, Sophie. Vous avez 26 ans et vous êtes notre invitée à la croisée des chemins. Quel secret pèse aujourd'hui encore sur vos épaules? Donc, je suis née d'une relation extra-conjugale. Donc, je vis avec ce secret encore puisque mon père n'a jamais avoué mon existence au sein de sa famille. Il vous a demandé, il vous l'a demandé? Il m'a demandé de rester discrète, comme il le dit. Vous avez toujours su? Non, je n'ai pas toujours su. Je l'ai appris qu'à l'adolescence. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui vis-à-vis de ce secret que vous portez? Je pense que j'ai besoin que ça se sache dans un sens pour avancer dans ma vie personnelle. Et puis dans un autre sens, j'ai pas envie non plus de briser sa vie à lui. Donc c'est vrai que je suis en hésitation. Comment vous vous sentez, vous? Moi, c'est sûr que je serais mieux si tout était mis au clair. Bien sûr. Je me sentirais mieux dans ma peau et puis dans ma vie personnelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas très bien dans votre peau? Non, aussi. Et que oui, votre vie personnelle est un peu flottante? C'est ça. Alors, tout au long de l'émission, Yvonne va tenter de vous apporter des éléments de réponse, mais pour cela, on va découvrir votre histoire. Comment vous décririez le contexte familial au sein duquel vous avez grandi? Donc moi, j'ai grandi toute seule avec ma maman, donc sans homme à la maison. Donc le sujet du père a toujours été un sujet tabou. Donc, vous posiez des questions, vous, petite? Je me posais beaucoup de questions, je posais des questions, mais ça faisait toujours beaucoup de tension. Elle répondait quoi, votre maman, quand vous posiez des questions? Que beaucoup d'enfants grandissaient sans père, donc que j'en avais pas forcément besoin pour mon évolution, et que j'étais très bien comme ça, que je n'étais pas malheureuse, que j'avais une vie convenable. Et votre père, en fait, venait voir votre mère ou pas? Donc, en fait... Pas devant vous, apparemment? Non, pas de moment. Il a pris de mes nouvelles régulièrement, mais après, sinon, j'ai pas eu... apparemment, il se voyait plus, en fait. Donc, c'est la maladresse de l'un de vos proches qui vous a mise sur la piste de la vérité. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Alors, en fait, à l'adolescence, je me posais beaucoup de questions. J'ai commencé à questionner un petit peu ma famille aussi pour savoir s'il savait des choses sur son identité, ce à quoi il ressemblait. Et puis là, en fait, on m'a dit, mais tu sais bien qu'il a déjà une vie. Qui vous a dit ça? Mon oncle. Donc, vous sentiez qu'il y avait quelque chose de... Je sentais que c'était un sujet quand même qui était
fallait pas trop aborder le sujet, ça mettait des tensions. Donc c'est vrai que je sentais qu'il y avait quand même quelque chose en dessous, mais sans vraiment savoir quoi en fait. Et c'est là vraiment où j'ai su que... Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça? Bah, j'ai été surprise et puis lui pensait que j'étais déjà au courant. Donc il m'a demandé de me taire, dans l'immédiat de me taire, puisque forcément il ne voulait pas que ça fasse des tensions non plus. Lui aussi vous a demandé de vous taire? Enfin voilà, parce qu'il m'a dit je pensais que tu le savais, fais comme si on ne t'avait rien dit. Donc ça a été, j'imagine, encore plus dur pour vous, ou vous vous êtes dit je vais en parler à ma mère, ou comment vous avez réagi? De suite, non, j'en ai pas parlé de suite à ma mère. C'est resté quelques mois sous silence. Jusqu'au jour où vous avez craqué. Pourquoi et comment vous avez craqué? En fait, lors d'une dispute, donc forcément j'étais un peu sous tension et je lui ai dit écoute, je sais tout, je sais d'où je viens, je sais que mon père a déjà une femme et a déjà un enfant, je suis au courant de tout. Comment a-t-elle réagi? Là, elle était assez surprise et je lui ai expliqué dans quel contexte j'avais su que, pour pas qu'on mette en cause non plus ma famille. Après, elle l'a plutôt quand même bien pris. Ils étaient restés ensemble pendant combien de temps? Pendant 13 ans. Ils ont une relation de 13 ans, donc c'est quand même long. Ce qui est étonnant de la part de votre mère, c'est qu'elle n'ait pas mesuré à quel point c'était important pour vous d'en savoir plus quand même sur vous, sur vos origines. Oui, pour elle, en fait, elle a toujours pris en fait, l'exemple de beaucoup de personnes, de beaucoup de personnalités qui se sont bien développées, qui ont réussi dans la vie sans avoir de présence masculine au sein de leur foyer. Quel exemple elle prenait? J'ai pas de personnalité en tête, en fait, mais c'est vrai que pour elle, de toute façon, c'était pas forcément une obligation d'avoir un père et une mère pour s'en sortir dans la vie. Donc pendant plusieurs années, vous avez enquêté vous-même pour retrouver cet homme en le lui disant ou pas à votre mère? Oui, elle savait que j'enquêtais à côté, que je cherchais sur les réseaux sociaux. Elle vous en a pas dissuadé? En fait, je pense qu'elle savait au fond d'elle que j'arriverais rien à trouver, que tout était... Elle ne vous a donné aucun indice? Non, elle ne me donnait aucun indice pour enquêter, en fait. Ça l'intéresse. Donc, comment avez-vous fait? Où vos recherches vous ont mené? Moi, en fait, il y a quelques années, j'ai réussi en fait à trouver un numéro de téléphone en fait qui m'a permis de pouvoir lui remettre un courrier. Et grâce à ce courrier, en fait, j'ai réussi à le recontacter. Et comment vous avez trouvé ce numéro de téléphone? Par son travail, en fait. Et vous aviez son nom? D'abord, ma maman. J'ai essayé d'avoir le numéro de téléphone par ma maman. Et puis. Mais elle vous a donné son nom quand même? Elle m'a donné son nom, mais le nom était erroné, en fait. Donc, c'est ce qui m'a bloqué. Le nom était erroné. Et il y avait une lettre, en fait, une petite lettre qui différait dans le nom de famille, qui faisait que... C'est ce qui me bloquait d'ailleurs dans mes recherches. Quelques années plus tard, c'est finalement votre père qui a fait part à votre mère de son désir de vous connaître. Vous nous raconterez tout à l'heure comment s'est passée votre première rencontre. Mais d'abord, nous allons prendre une réaction d'Yvonne. C'est vrai que c'est étonnant. Très touchant, Priscilla. Ouais, enfant du silence, enfant du secret. Et on a du mal à se dire qu'une maman, sans la juger, bien sûr, c'est pas le propos de juger, mais on peut comprendre en tant que maman qu'il est important pour son enfant, pour s'épanouir et pour grandir, de connaître quand même le Alors, contexte. Dès lors que le secret et le non-dit portent sur les origines, effectivement, cette histoire vous appartient. Et il est évident que vous deviez savoir la vérité. Mais dans votre histoire, je pense que votre maman avait un pacte, un non-dit, mais un pacte avec cet homme qu'elle a sans doute aimé terriblement. Et elle pensait qu'il suffisait que vous soyez dans le silence pour évoluer. Elle avait tellement d'amour pour vous que ça suffisait. Eh bien non, ça ne suffit pas. Parce que vous avez été habité en permanence par justement ce non-dit. Ce non-dit, ce secret, et il est évident que pour vous construire, ne serait-ce qu'à l'adolescence, c'est compliqué. Parce que quand on est victime d'un secret de famille, qu'on ne sait pas qui est son père, quand en plus votre maman vous dit, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ton cas, donc ça banalise en plus le secret, eh bien c'est difficile de se construire. Vous avez l'impression... Qu'est-ce que ça peut faire comme dégâts, Yvonne, alors, justement? Des dégâts, je veux dire, des angoisses qu'on ne maîtrise pas, des troubles de la scolarité, un mal-être avec les autres, on a des doutes sur soi. Elle a été sympa, Priscilla, mais elle aurait pu justement lancer des appels au secours en ayant un comportement un peu excessif, en se faisant remarquer, justement, alors qu'on lui demandait de garder le silence.
en étant en quête de reconnaissance en permanence. Mais je pense qu'elle a déjà dû jouer au détective et donc il était pour elle important que pour être un bon détective, elle soit assez sage. Et elle protégeait aussi sa maman. Je veux dire qu'il y avait une forme de dualité dans cette protection. Vous protégiez votre mère du secret qu'elle avait et elle-même protégeait cet homme. Donc c'était vraiment une forme de sac de nœuds parce que le secret crée des sacs de nœuds. Et c'est pas facile pour vous de vous repérer là-dedans. Donc un désir à la fois d'aller de l'avant et en même temps un retrait très important. Mais il y a aussi l'histoire de votre oncle, l'oncle qui dit, eh ben voilà, je te donne des éléments et après, à nouveau, mais surtout n'en parle pas. Donc vous êtes constamment dans votre famille réduite au silence sur vos origines. Pas le droit de parler. Et alors, quand on a un secret comme ça, quand on ne sait pas qui est son père, eh ben on se fait tout un roman. Il y a un roman familial, parce que je pense que vous n'aviez pas de photo de cet homme. Non, j'en ai jamais. Donc vous avez dû l'idéaliser, rêver de lui. Oui, voilà. Après, je me renseignais. J'essaie de temps en temps d'avoir des petits indices, mais est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est brun? Est-ce que ses yeux sont de quelle couleur? Donc forcément, on pose des questions comme ça, mais après, bon, c'est jamais aussi bien qu'une photo. Il n'y en a vraiment qu'une photo. Et puis après, il y a une rencontre qui peut... Et est-ce que vous avez été désiré? Tout ça, c'est des questions qui vraiment engendrent quand même une certaine anxiété et un questionnement à répétition. C'est sûr. Séverine, bonjour. Bonjour. Vous avez le même âge que Priscilla. Comme elle, à l'adolescence, vous avez fait une découverte que vous avez dû garder secrète. Laquelle? Mon papa a eu une double vie pendant presque 20 ans et a eu une fille avec sa maîtresse. Voilà, donc vous, c'est l'inverse. Vous êtes C'est dans la l'inverse. situation inverse. Ouais. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ce secret? Eh bien, quand j'avais 16 ans, j'avais un petit ami qui, au moment de la séparation, a voulu, entre guillemets, se venger en me disant « Tu as combien de sœurs ?» Donc, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Je suis allée voir ma sœur, qui avait 4 ans de plus, qui a 4 ans de plus que moi. Et je lui ai posé la question en lui disant qu'on venait de me dire ça. Et elle m'a répondu en pleurant et en me disant « Bah oui, papa a une autre femme et il y a une fille avec elle. » Et comment elle le savait, elle? Elle le savait parce qu'elle a été amenée à travailler avec cette femme. Ils se sont retrouvés dans le même boulot. Donc du coup, elle l'a appris par les patrons de leur ancien travail. Et elle en a jamais parlé? Bah non, elle le savait depuis longtemps apparemment. Et tout le monde le savait? Ma sœur et après toute la famille non, mais toute la ville où on habite était au courant. Mais pas votre mère? Non. Donc vous vous êtes trouvé face à un dilemme, forcé de trahir l'un ou l'autre de vos parents. Comment vous avez encaissé le choc déjà? Très mal. J'en voulais beaucoup à mon papa qui, à cette époque, nous parlait beaucoup de « il ne faut pas mentir ». Vous en avez parlé à votre papa? Non, du tout. J'ai gardé pour moi. Vous auriez pu en parler? Oui, mais ma sœur m'a dit « il ne faut pas » parce que, pour plusieurs raisons par rapport à ma maman. Et puis ça allait vraiment faire exploser un peu la famille. Donc, Comment ça allait avec votre maman, entre eux? je les ai jamais vus vraiment amoureux. J'ai jamais vu mes parents se faire un bisou ou se tenir la main. Mais de là à ce qui est ça, non. On n'aurait pas pensé tout ça. Et votre sœur, elle en avait déjà parlé avec lui? Non, ma sœur, quand elle l'a appris, elle habitait déjà plus chez mes parents, où elle allait déménager, mais elle n'en a jamais parlé. Donc vous êtes parvenu à vous taire combien de temps? 6 mois. Qu'est-ce qui vous a conduit à briser le silence? Ma maman, un dimanche matin, est venue me voir dans ma chambre en me disant qu'elle avait trouvé quelque chose qui laissait croire que mon père la trompait. Et quand elle m'a dit ça, je me suis mise à pleurer parce que j'ai compris que tout allait exploser. Et par mes pleurs, elle a compris que je savais quelque chose. Donc là, vous le lui avez dit? Elle m'a dit, il me trompe, c'est ça. Et je lui ai dit oui. Et donc, elle m'a demandé avec qui. Je savais qui c'était, donc je lui ai dit non. Et elle est partie. Et elle est remontée me voir en me disant, mais cette femme a un enfant? Et je lui ai dit oui. Et je me suis remise à pleurer. Donc, elle a compris que cet enfant était aussi l'enfant de mon papa. Ça vous a soulagé, vous, de le lui dire? D'un côté, oui. Et d'un côté, non, parce que je savais que... c'est surtout qu'on se demandait comment allait être le futur. Comment a-t-elle réagi, elle? Très mal. Elle est partie en pleurant. Elle voulait parler avec mon papa, mais c'était compliqué parce que avec la famille qui habite aux alentours de chez nous, les discussions étaient très électriques. Donc du coup, c'était très dur. Elle pleurait souvent la nuit pour ne pas le montrer devant moi. Situation difficile, Yvonne.
Parce que c'est vrai que le secret, ça protège et que la révélation, ça donne des positions explosives. Néanmoins, ce qu'on entend chez vous, c'est que vous supportiez plus que votre mère soit trahie, que tout le monde savait autour de vous, autour d'elle, qu'elle était trompée. Et c'est comme si cette trahison vous concernait vous aussi. Comme si vous aussi, vous étiez trahi. Donc, il fallait que vous le révéliez. Vous savez, un secret, on le révèle quand ? Quand justement on est partagé entre se taire et le dire. Ça devient pesant, c'est ce qu'on appelle les secrets de plomb. Et là, il n'y a que la révélation qui vaille. Parce que sinon, vous vous sentez envahi, mal à l'aise, opprimé. Et je crois que c'est vrai que la révélation peut être douloureuse pour celui qui l'entend, mais quelque part, aviez-vous le choix ? Autre question. Le problème, c'est qu'elle redoutait les conséquences, évidemment, de cette révélation. Oui, parce que c'était un secret aussi qui touchait l'intimité de ses parents. Alors, les enfants doivent-ils révéler des secrets concernant l'intimité des parents? Ça, c'est pas évident. Néanmoins, vous étiez aussi concerné, vous êtes trop identifié à votre mère. C'est comme si vous étiez trompé. Oui, c'est un peu ça, oui. Christine, bonjour. Vous aussi, vous avez porté un lourd secret de famille pendant plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez dû cacher? Que j'avais été abandonnée, père et mère, et que j'ai été récupérée par ma grand-mère que j'ai pris pour maman. C'était pour moi ma maman. Et elle avait 2 filles, dont une de ses filles était ma génitrice. Vous avez appris ça à quel âge? Alors j'ai commencé d'abord pendant très longtemps, jusqu'à peu près 12 ans. Je me suis doutée absolument de rien, jusqu'à ce qu'une personne, un homme, vienne un jour me chercher à l'école d'une façon assez violente et me tenir des propos disant que j'étais une bâtarde et que je ne faisais pas partie de cette famille, que j'étais moins que rien. Mais ça, j'ai gardé pour moi, parce que j'avais très peur de cet homme. Il était imbibé un peu d'alcool et assez violent, donc j'ai eu peur, j'ai rien dit. Ça, c'est la première chose. Et puis, la première fois. Et puis ensuite, il y a eu un jour, quelques mois, je ne pourrais pas dire exactement, quelques mois après, un homme qui m'a suivi dans la rue et qui est venu me taper sur l'épaule en me disant « Je suis ton père ». Et quand il a vu ma réaction un peu sûrement d'une petite fille qui était apeurée, il est parti et c'est tout. Donc j'ai eu ça à l'intérieur de moi, voilà. Mais j'ai rien dit. Votre grand-mère n'a jamais su que vous saviez? Non. Bon, alors vous allez développer tout ça tout à l'heure. On va bien tout réexpliquer, mais avant, il est temps de faire une courte pause avant de retrouver donc Christine et la suite de son histoire dans quelques instants. À tout de suite. Qui dit appartement avec travaux dit un entrepreneur pour réaliser les travaux. Au début, cet homme était juste venu faire des travaux. Il est venu réparer ma chaudière. J'ai réussi à la caler en dernière intervention en fin de journée. Mais ce dépannage ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Une magnifique jeune femme, mais vraiment hyper belle, qui m'ouvre la porte et qui... Genre quoi, elle est belle comment? Elle était comment? Belle comme une déesse, elle est magnifique. D'habitude, les techniciens, les autres années, restaient un quart d'heure. Lui, il est resté 1 heure. Ah bon. Il a fignolé ma chaudière, en fait. Ensuite, je lui ai proposé de dîner. Je me suis dit, joignons l'utile à l'agréable, et puis allons-y. Et aujourd'hui, elle ne regrette pas un seul instant de ne pas s'être mise au bricolage. Fatalité, il s'est mis à pleuvoir à torrent. Donc je voulais pas qu'il reparte sous la pluie. Donc je l'ai gardé chez moi. Nous sommes partis pour une petite aventure. Qui dure depuis un certain temps alors maintenant? Depuis 17 ans. Depuis 17 ans? Oui. Vous me demandiez quel genre d'attention je pouvais lui porter. Ça fait partie des attentions que je lui porte, d'annoncer devant des centaines de milliers de personnes que j'aime ma femme et que j'ai une femme merveilleuse. Vous aussi, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Après de multiples régimes qui se sont révélés inefficaces, vous ne savez plus quoi faire pour en finir avec vos problèmes de poids. Vous avez récemment fait un burn-out et vous êtes inquiet à l'idée de reprendre le travail. Vous souffrez d'un cancer du sein et vous vous demandez comment retrouver votre féminité. Pour participer à notre émission, vous pouvez contacter notre équipe au 0820 16 30 15
ou sur notre site internet. Merci et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Comme Christine, nos invités ont un jour fait une découverte qui les a conduites à porter un lourd secret, bien trop lourd pour leurs épaules d'adolescente. Christine, on va remonter quelques années en arrière pour comprendre comment vous avez percé ce mystère qui entourait vos origines. Qu'avez-vous découvert exactement sur les circonstances de votre naissance? J'avais 17 ans, je voulais me marier puisque je suis tombée enceinte et c'est vraiment là que j'ai découvert que j'avais porté un nom qui était faux pendant 17 ans, que ma mère n'était pas ma mère, que ma sœur était ma mère. Enfin voilà, le monde s'écroule, on comprend plus rien, mes cousins sont plus mes cousins, enfin mes neveux sont plus, enfin tout est chamboulé, tout est complètement bouleversé. Vous êtes née en 1948, 1948 à Lyon. À Lyon. Vous avez été abandonnée. Oui. Placée en famille d'accueil. Oui. Et puis pendant 3 mois. Et puis après j'ai été récupérée donc par ce que j'appelle maman, qui en fait était ma grand-mère. C'est ça. Et donc vous avez découvert tout ça à 17 ans, au moment où vous avez voulu J'ai vous reproduit marier. exactement le même schéma qu'avait fait ma génitrice. Pourquoi vous avez reproduit ce schéma? Parce qu'elle est tombée enceinte quasiment à peu près à la même âge. C'est pour ça qu'elle vous avait abandonnée? Elle était à 16 ans premier prix du conservatoire de piano et elle devait effectivement aller un petit peu beaucoup plus loin, je suppose. Et elle était amoureuse donc de mon géniteur. Et l'histoire n'a pas pu se faire. Elle est tombée enceinte et il y a eu un deal entre maman et sa fille en lui disant « Ok, tu reprends tes études de piano, mais tu abandonnes cet enfant. » Alors, entre votre grand-mère et votre mère, en fait. Voilà. Comment vous décririez votre enfance? Triste, solitaire. Maman avait des principes, elle m'a donné une très bonne éducation, mais elle était très dure. Et j'ai pas eu beaucoup de câlins, vraiment. Vraiment. Et vous entendiez bien avec votre sœur, entre guillemets? Je la voyais très rarement. Très, très rarement. Quand exceptionnellement je la voyais, souvent elle jouait du piano et j'étais très admirative. Et il se passait quelque chose en moi. Je pense que j'ai été bercée quand même dans son ventre par le piano et cette sonorité me fascinait. Quand vous êtes tombée enceinte vous-même, comment celle que vous pensiez être votre mère a-t-elle réagi? Assez mal. Pour dire très mal, parce que je pense que je lui ai fait revivre ce qu'elle avait vécu avec sa propre fille. Et donc, elle m'a mise carrément à la porte de la maison. Alors, dans quelles circonstances avez-vous finalement découvert que vous n'étiez pas la fille de celle que vous appeliez maman? Comme je voulais me marier et que j'étais donc trop jeune, il a fallu que j'aille voir pour avoir le consentement, la possibilité de me marier. C'est là que vous alliez voir qui? Alors à l'époque, je ne sais plus comment le juge des, je sais plus comment ça s'appelle, le juge des tutelles ou quelque chose comme ça. Donc là, vous avez vu le dossier. Et qu'est-ce que vous avez lu dans le dossier? Que je m'appelais plus du tout avec le nom que j'avais porté pendant 17 ans. Et effectivement, que j'étais abandonnée et née de père et mère inconnus. Qui avez-vous interrogé pour reconstituer le puzzle de votre histoire? Alors, au bout d'un moment, je me suis un peu rapprochée de ma génitrice, mais pas beaucoup quand même. Pas beaucoup. Parce que maman, après, est revenue vers moi. Elle m'a à nouveau réouvert sa porte. Et donc, voilà. Donc, votre grand-mère? Oui. Votre sœur, vous l'avez toujours... Enfin, vous l'appelez ma génitrice et non pas maman. Vous n'arrivez pas à l'appeler maman? Oui. Parce que pour moi... dans ma représentation, la génitrice, c'est celle qui donne la vie. Ensuite, la maman qui donne l'affection et qui nourrit. Et puis la mère qui élève et qui transmet. Donc, je n'ai pas eu ça. Pour moi, un enfant, il a besoin d'abord d'être désiré. Je ne l'ai pas été. Il a besoin d'être reconnu. Je ne l'ai pas été. Et il a besoin d'être nourri. Et je ne l'ai pas été par elle. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pu en parler avec votre génitrice? Très peu.
Elle a fui la discussion? C'est pas qu'elle a fui, j'ai l'impression qu'elle a fait le deuil de cette histoire. Jamais elle n'a manifesté de regret ou de culpabilité vis-à-vis de vous? Lorsque j'avais 50 ans, mon géniteur a décidé de me reconnaître. Pas forcément pour des bonnes raisons, mais je n'expliquerai pas pourquoi. Et je suis allée simplement lui dire, la voir, la rencontrer, lui dire. Et elle m'a répondu, moi, je ne te reconnaîtrai jamais par rapport à mes filles. Parce qu'elle avait 3 filles. Elle a 3 filles. Et donc, pour moi, c'était clair que l'histoire était... Voilà, c'est comme ça. À chaque fois, ça vous brise le cœur? On se fait une raison, hein. On apprend à nager. Et puis j'ai fait beaucoup de travail personnel pour arriver à garder la tête hors de l'eau. Est-ce que vous en avez parlé avec celle que vous appelez votre mère, c'est-à-dire votre grand-mère? Même quand elle est décédée, où je l'ai accompagnée pendant ces derniers jours, j'avais tellement d'amour pour elle et que jamais vous ne lui avez dit que vous saviez. Et pour moi, j'ai enterré vraiment maman, alors que ma génitrice est décédée il y a 3 mois. Je suis allée l'accompagner, j'ai fait un travail spirituel sur elle. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps, mais si je compare les 2 pertes, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais jamais celle que vous appelez votre mère, donc votre grand-mère, par exemple à la fin de ses jours, n'a manifesté le moindre indice? Jamais. Ça a été vraiment un silence sur cette histoire entre elle et moi. Tout le temps. Histoire terrible, Yvonne. Comment vous décryptez le fait que Christine déjà ait choisi de protéger le secret de sa mère et de ne rien dire? Je crois que par amour et aussi par crainte et par loyauté. Je crois que vous avez dit que cette mère, cette maman qui était votre grand-mère, vous la craignez. Et en même temps, elle vous a enseigné des principes d'une grande loyauté. Donc, par fidélité par rapport à ces valeurs qu'elle vous a enseignées, vous ne pouviez pas dire, vous étiez emprisonné dans ce silence. Tout à fait. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, vous avez été élevé dans une forme de confusion générationnelle. Oui. La grand-mère qui est la mère, la sœur qui... Pourquoi elles avaient passé ce deal? C'était quand même prendre un énorme risque dans la mesure où vous étiez dans leur giron. Un énorme risque un jour, vous le sachiez quand même. Je pense que j'étais pas... Il y a des personnes qui considèrent les êtres humains comme des objets, et j'ai été un objet. Je me suis sentie tout à fait objectivée entre ces 2 femmes. Complètement. Et alors, il y a quelque chose qui est très intéressant et qu'on peut voir comment, justement, le secret peut devenir toxique. Dans un premier temps, la première génération, donc la génération de votre grand-mère, il y a du non-dit. C'est enveloppé par du silence. La 2e génération, par rapport à votre mère, ça devient un secret de famille. Et la 3e génération, qui est donc la vôtre, eh bien, c'est quelque chose d'impensable, c'est un fantôme qui vous habite. Et pour comprendre ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous répétez votre histoire, mais vous la mettez en acte. Vous tombez enceinte exactement à l'âge où votre maman était Mais enceinte. elle l'a répété inconsciemment, parce qu'à l'époque, elle ne le savait pas. Donc, comment c'est possible de répéter inconsciemment? Le secret à la 3e génération, eh bien, vous dicte inconsciemment. Mais les choses, on est agi par le secret. C'est pour ça qu'il est important de le dire à un moment donné. Première génération, c'est du non-dit. 2e, c'est un secret qui est fabriqué. 3e, on le met en acte. C'est ce que vous avez fait. Nadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes installée face à nos invités. Contrairement à elle, vous avez refusé de garder le silence. Vous avez même brisé le tabou qui pesait sur votre famille depuis 3 générations. On va tout de suite découvrir votre histoire en images et on se retrouve juste après ce reportage que nous avons intitulé « La vérité sur mes ancêtres ». Bruxelles, 9h du matin. C'est un jour important pour Nadia et sa mère Ingrid, 67 ans. Les 2 femmes prennent la direction de Cologne, en Allemagne. Là-bas, elles vont tenter de reconstituer le puzzle de leur histoire familiale. Ingrid a été élevée par ses grands-parents. Elle ne savait pas qui était son père. Dans sa famille, c'était un secret. Mais il y a 10 ans,
Ingrid et sa fille Nadia ont reçu en héritage une boîte contenant des informations sur l'identité de ce père. À la mort de ma grand-mère, on a reçu en fait ce qu'on peut appeler en fait un trésor de guerre, c'est-à-dire une boîte avec à l'intérieur quelques lettres et quelques photos. Et avec, j'ai pu entamer des recherches sur ce grand-père, donc le père de ma mère. Dans la boîte, des photos de Hans et des lettres écrites de sa main. Nadia et sa mère comprennent alors qu'il s'agit d'un soldat allemand de la Wehrmacht, l'armée d'occupation d'Adolf Hitler. Pendant la guerre, Hans tombe amoureux d'une Française, Thérèse. Ensemble, ils ont une petite fille, Ingrid. Mais voilà, cet homme a déjà une femme en Allemagne. Après la guerre, il quitte la France et ne connaîtra jamais Ingrid. C'est quand même très étrange. Hein. Il est flou, il tire la gueule. Et la seule photo qu'on a de lui où il sourit, c'est une photo où il est en uniforme de la Wehrmacht. En remontant le fil de l'histoire, il y a 7 ans, Nadia a retrouvé toute la famille allemande de Hans. En Allemagne, cet homme a eu 2 filles. Irène est l'une d'entre elles. C'est donc la demi-sœur d'Ingrid. Les 3 femmes se sont déjà vues, mais à chaque fois, c'est un grand moment de joie. After so much time. Aujourd'hui, elles ont décidé d'aller se recueillir ensemble sur la tombe de Hans. C'est là-bas, hein? Ouais. C'est un moment effectivement important de pouvoir être là toutes les 3 au cimetière, d'arriver là tout près de la tombe de mon grand-père. C'est lui en fait qui fait qu'on est là toutes les 3. C'est lui qui nous a réunis malgré lui. Il avait décidé que ma mère serait un secret et puis finalement on est là toutes les 3 aujourd'hui. We didn't know before, we didn't know nothing before. When we get from Nadia a letter, she asked to meet us, to have the story together. And so I came to learn the truth. And then now I feel very happy about that, not about the story in that, but after to have a sister in Belgium, she's a France, and my niece, she's also France. It's enrichment for me to have them now. Même si Hans a eu un passé trouble, il ne reste pas moins leur père et leur grand-père. Mon grand-père était un soldat de la Wehrmacht et ça fait partie de son histoire. C'est ce qu'il a vécu, lui, dans les années 40. C'est effectivement un choc quand on voit sa photo en uniforme de la Wehrmacht. Il faut vivre avec. À quelques kilomètres de là, c'est dans cette maison que Hans a vécu jusqu'à sa mort en 1962. Aujourd'hui, le lieu est occupé par un cousin d'Ingrid, Hens, et sa femme Birgit. Ja, dat is aber Onkel Hans Eimann. Ne? Ja. Een onkel Hans. Ah oui. Vater. Oui. Gezicht. Oui. Il dit que son oncle, c'est-à-dire mon père, me ressemble. Donc, mais on peut voir aussi que nous sommes de la même famille, hein, sauf que lui porte une barbe et moi non. C'est tout. En venant ici, une fois encore, Nadia et sa mère tentent de s'imprégner de l'histoire de cet homme qu'elles n'ont pas connu. Se retrouver ici dans la maison où mon grand-père a vécu, c'est une chose mais inimaginable. Jamais j'aurais pu penser que j'allais vivre ce moment-là il y a 7 ans et même aujourd'hui de pouvoir se retrouver encore. C'est au-delà de l'imagination, c'est au-delà des espoirs, c'est sans mots en fait, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Heute, was denkst du über diese Geschichte und bist du zufrieden
uns zu sehen. Ich finde das ganz toll, dass wir euch kennengelernt haben. Leider so spät erst, viel früher hätte es sein müssen. Und wir wussten ja gar nicht von deiner Existenz. Und jetzt, was denkst du? Toll. Einfach toll. Wir freuen uns ganz doll, euch kennengelernt zu haben. C'est un soulagement de découvrir que l'on a une famille du côté paternel. Découvrir bon, que l'on a au moins un cousin, des cousines, une sœur. C'est formidable. Nadia, vous parlez allemand, vous? Vous avez appris l'allemand, vous? Non, je ne parle pas allemand, non. Je ne parle pas allemand. Avec ma famille, on parle en anglais. Bon, c'est l'Europe. Donc, comme votre mère, 200 000 enfants sont nés de pères allemands après la Seconde Guerre mondiale. À votre avis, pourquoi votre grand-mère n'avait-elle jamais parlé de cet homme à votre mère? Parce que déjà, c'était un tabou à l'époque. C'est une Française en 1946, elle a 21 ans, elle tombe amoureuse d'un soldat allemand, prisonnier de guerre, vu que c'est la fin, la guerre est terminée. Et elle tombe amoureuse de cet homme et leur histoire va durer un printemps. C'est très court et en même temps, les conséquences, bien, elles vont durer dans le temps. Vu que ma mère, de par ses origines, va être un secret. Est-ce que vous avez hésité avant de tout raconter à votre mère? De révéler son existence? À aucun moment. À aucun moment j'ai existé. J'ai hésité. Jeu de mots. Lapsus. Jeu de mots, lapsus. Non, à aucun moment j'ai hésité à révéler l'existence de ma mère. Je pense que c'est important. Révéler ce secret-là, quand il concerne une personne, c'est prendre sa place. C'est important. Peu importe ce que l'autre a décidé. Moi, je ne vis pas dans un contexte hostile comme celui de mes grands-parents. Il y avait un tabou à l'époque qui a fait que ma mère est devenue un secret. Mais en 2007, quand moi je révèle ce secret-là, il n'y a pas de crainte à avoir. La guerre est terminée depuis 65 ans, donc il faut vivre avec son temps. Il faut aussi vivre avec ses valeurs. Moi, je crois à l'ouverture d'esprit. C'était une histoire d'amour entre deux êtres Je humains. crois à la tolérance. Voilà. Et donc, surtout ça, quoi. C'était une histoire d'amour entre deux êtres humains. C'est une histoire d'amour et il n'y a pas à juger. Alors, on va revenir à l'histoire de Priscilla maintenant. Vous, Priscilla, vous vous êtes retrouvée, bien malgré vous, au cœur d'un secret de famille. Jusqu'à l'âge de 20 ans, vous ignoriez quasiment tout de l'identité de votre père. Et puis un jour, c'est lui qui a fait part à votre mère de son désir de vous connaître. Quel souvenir gardez-vous de cette première rencontre? C'était très émouvant. C'est toujours émouvant de mettre enfin un visage sur son nom. Et déjà, vous aviez réagi comment quand vous avez su qu'il voulait vous rencontrer? Très positivement. Lui, en fait, avait un petit peu peur que des rancunes un peu que j'aurais pu avoir envers lui. Mais finalement, tout s'est très bien passé. Est-ce que vous pensez que votre mère l'avait informé du fait que vous faisiez des recherches sur lui? Non, je ne pense pas qu'elle l'avait informé, en fait. C'est vraiment... c'est de lui que... Je pense qu'il avait envie de voir justement ce qu'il avait mis au monde, entre guillemets, en fait, et voir un peu à quoi je ressemblais. Il vivait douloureusement avec ce secret aussi. Peut-être, oui. Et que c'était lourd à porter pour lui aussi. Oui. C'est ce qu'il vous a dit quand il vous a vu? Lui, il m'a surtout... il m'a demandé justement de garder à nouveau le secret. Donc, bien de... On n'en sort pas, c'est dingue ce qu'on vous a verrouillé dans tous les sens. Ouais. Donc il m'a parlé un petit peu... Quel secret il vous a demandé de garder? Le secret de mon existence. Il m'a toujours demandé de rester discrète. Par rapport à sa famille? Par rapport à sa famille, voilà. Est-ce qu'il vous a dit que vous étiez une enfant désirée? Oui, il m'a dit née de l'amour? J'étais désirée, oui, que j'étais née de l'amour et qu'il y avait eu une sorte de pacte, en fait. Que après ma naissance, on devait rester dans la discrétion. Que ma mère devait rester... discrète et ne pas révéler en fait tout ça au sein de sa famille. Alors, il se trouve que vous avez perdu de vue votre père pendant 5 ans. Oui. Après que vous l'ayez revu? Voilà. En fait, il m'a laissé l'espoir qu'on allait se revoir, qu'il allait me montrer des photos de ma famille, de mes grands-parents, une grand-mère à laquelle je ressemblais, paraît-il aussi. Et donc, j'ai attendu. Il a disparu? Et j'en ai jamais eu par la suite. C'est horrible, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'en fait, je suis sortie de ce rendez-vous j'étais pleine d'espoir. Et puis,
Après, plus rien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 ans? Bah, j'ai continué mes recherches, j'ai continué à essayer d'en parler à ma maman notamment. Et donc j'ai réussi à avoir un numéro de téléphone qui m'a permis de retrouver une adresse à laquelle j'ai pu déposer un courrier qui lui est parvenu. En lui disant quoi dans ce courrier? En lui demandant d'être reconnue et que son histoire et la mienne, par la même occasion, donc, soient connues au grand jour, qui révèle enfin mon existence. Je lui ai dit qu'il fallait assumer ses choix en fait. Au bout d'un moment, 25 ans après, il y a un moment où on peut... Et il a répondu? Et donc, en fait, 48 heures après avoir eu la lettre, il m'a téléphoné. En vous disant quoi? En stupéfaction, en me disant qu'il avait pris connaissance de ma lettre, que ça l'avait touché, qu'il ne comprenait pas tellement l'intérêt que j'avais en fait à le retrouver non plus, que j'avais l'air bien équilibrée comme ça, que je n'avais pas forcément besoin de ça, mais que si je souhaitais, on pouvait au moins se revoir, aller manger de temps en temps au restaurant ensemble et se revoir, lui et moi, dans un premier temps. Le reste, il disait qu'il n'y avait pas encore pensé, c'est des questions qu'il ne s'est jamais posées. Mais voilà, je lui ai demandé, je lui ai dit d'y réfléchir, je lui ai dit que s'il ne le faisait pas par lui-même, un jour, que j'étais décidée qu'un jour je le ferais de moi-même et que tout se ferait par la même occasion et qu'il valait mieux que ça se sache par ses propres mots plutôt que par les miens, je pense. Donc cette conversation a eu lieu il y a quelques mois? Oui, voilà. Depuis? Et depuis, plus rien. J'attends toujours en fait de ces nouvelles et je n'en ai toujours pas. Donc, je sais pas ce qu'en pensez. Alors, je crois que le danger, c'est que vous révéliez ça sur un mode trop émotionnel. Vous êtes au bord de la révélation. Vous avez tellement envie d'être reconnu, ce qui est légitime. À chaque fois dans votre vie, que ce soit du côté de votre mère ou du côté de votre père, on vous a dit « tu es équilibré, tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de savoir ». Or, plus que quiconque, vous avez besoin de savoir. Néanmoins, vous protégez votre père, là on est. Mais vous, est-ce qu'il vous protège? Non, c'est sûr. Donc, et alors? Je pense qu'il faut progressivement, il faut scénariser la révélation. Mais est-ce qu'on est obligé d'agir de la même manière? Non. C'est pas parce qu'il ne la protège pas qu'elle doit ne pas le protéger. Est-ce que quelque part ça va pas laisser en elle des séquelles douloureuses quand même? Est-ce qu'elle ne s'en voudra pas un jour? Nadia, par exemple, vous lui conseilleriez quoi? Révéler. De dire qu'elle existe. Bien sûr. C'est une évidence, c'est normal. Comment? De la manière dont elle le sent. Il n'y a pas de mode d'emploi, donc il mais faut pas le au faire téléphone. comme elle le pour sent. Pour vous, c'est une nécessité. C'est une évidence. Une nécessité vitale. Ah oui, c'est important de prendre sa place dans la famille, de dire qu'on existe, de vivre avec ses propres valeurs. Lui, il vit dans la peur. On n'a pas à vivre aussi dans la peur. Il faut vivre en fonction de ses croyances. Il est très égoïste, c'est vrai, dans sa manière d'agir. Est-ce que vous arrivez quand même à construire votre vie, à faire confiance aux hommes, par exemple? Non, confiance aux hommes, non. J'ai jamais eu confiance en les hommes. Ça, on comprend un peu. Donc pour se construire, ne serait-ce qu'affectivement, mais pour cela, on demande comment le révéler. Et je crois qu'il faut scénariser. Pas au téléphone, pas dans une tempête émotionnelle, pas quand ça arrive justement où vous n'en pouvez plus. Il faut d'abord le dire à un tiers avant que la personne concernée soit directement le réceptacle de cette révélation. Si jamais il regardait la télé là, et qu'il vous voit à la télé, j'imagine que c'est ce que vous espérez en étant là aujourd'hui? Oui, peut-être qu'il est tranquillement assis avec sa femme en train de regarder l'émission. Peut-être qu'il aura eu justement une réaction, peut-être qu'elle aura trouvé une ressemblance aussi. Est-ce que vous voulez lui adresser un message directement, les yeux dans les yeux? Qu'il fasse avancer les choses, qu'il avoue mon existence, parce que c'est important pour moi. Et puis, il y a un moment où il faut savoir avouer les choses, surtout après tant d'années. Et vous, Yvonne, qu'est-ce que vous pourriez dire à cet homme pour le convaincre d'agir pour le bonheur de sa fille? D'accepter de reconnaître sa fille, ça mettrait de l'ordre pour lui, pour sa famille et pour vous. Je crois qu'il a des inhibitions par cette crainte de faire en sorte que sa famille vole en éclats. Eh bien, je pense que sa famille ne volera pas en éclats. Il y aura de l'ordre qui sera mis dans tout ce réseau familial. C'est sûr que... Il sera content, il sera en harmonie avec ses convictions et vous aussi. Oui, parce que je pense que lui-même ne peut pas être en paix. Il ne peut pas être en paix avec... Vous l'avez senti en paix quand vous l'avez rencontré? Je n'ai pas trouvé qu'il était spécialement sous tension. Enfin, il a l'air bien, il a l'air... Oui, c'est assez étrange parce qu'il n'a pas l'air de comprendre en fait pourquoi. En fait, c'est toujours la même chose. En fait, on ne comprend pas pourquoi j'ai envie d'exister en fait au sein de cette famille. Pourquoi j'ai envie d'être reconnue en fait.
Séverine, votre père menait lui aussi une double vie. Que pensez-vous déjà de l'histoire de Priscilla? Eh ben, j'imagine un peu du coup la fille de mon papa qu'il a eu avec sa maîtresse. Elle a toujours su que nous existions. Ils lui ont jamais rien caché parce ils sont toujours restés ensemble. Après, donner des conseils, je sais pas, parce que vu la réaction qu'on a eue nous dans notre famille, d'un côté oui, je lui dirais de le dire, et vu notre réaction, je lui conseillerais pas. Donc, je sais pas. Que vous regrettez que votre famille ait volé en éclats? C'est pas spécialement ça, c'est les réactions qu'on a eues envers la femme à mon papa et sa fille. C'était vraiment, on voulait pas entendre parler d'eux et on voulait plus se venger. Pour eux, ils avaient fait casser la famille en 1000 morceaux, quoi. Et j'en voulais limite plus à ma belle-mère et à ma sœur, demi-sœur pour moi maintenant, sœur pour moi maintenant, mais qu'à mon papa. Et pourtant, elle avait rien demandé. C'est vrai qu'elle n'a pas demandé à naître. Et, au fond, ça, je me suis dit, j'avais 16 ans quand je me disais ça. Ouais. Mais avec le temps, je vois les choses autrement. C'est-à-dire, ça empire? Ah non, au contraire, pour moi, ma sœur, c'est pas une demi-sœur, c'est une sœur. Ah d'accord. Aujourd'hui, vous avez changé. Oui. Vous êtes plus tolérante, plus ouverte. J'ai coupé les ponts pendant très longtemps avec mon papa. Donc, et après, avec le temps, j'ai grandi, j'ai eu un enfant. Donc finalement, vous avez fini par en vouloir à votre papa quand même. Après en avoir voulu à votre belle-mère. Je lui en voulais quand même, mais j'en voulais quand même aussi beaucoup à ma belle-mère. Et puis donc finalement, vous avez coupé les ponts avec votre père. Oui. Et puis Eh ben, pendant 7 ans, pas de contact, à part des contacts quand je le voyais, pour moi, c'était comme s'il n'existait pas, je ne le connaissais pas. Je cherchais à voir ma sœur à l'école, j'allais à la sortie des classes, mais sans qu'elle sache que j'étais là. Plein de choses comme ça, jusqu'au jour où des rencontres ont fait que je me suis dit que mon papa, peut-être qu'il me manquait un peu. Donc, repris contact et depuis, j'ai ma sœur qui a été témoin à mon mariage, donc qui est très importante dans ma vie. Et mon papa, pareil, et je m'entends très bien avec ma belle-mère. Et votre mère? Avec ma maman, c'est plus dur parce qu'elle m'en veut beaucoup. Après tout ce temps de reparler à mon papa, elle ne comprend pas pourquoi après 7 ans, je lui reparle comme ça. Et toujours un peu conflictuelle avec elle, du coup, par rapport à ça. C'est pas simple. Et voilà, une fois de plus, l'enfant qui n'a rien demandé se retrouve l'otage d'une situation. L'otage, et puis votre maman se sent à nouveau trahie par vous. Donc je veux dire que c'est très très compliqué. Vous, au début, vous n'avez rien dit pour la protéger et par amour pour elle, parce que vous la sentiez fragile. Et aujourd'hui, comme je pense qu'elle n'a peut-être pas refait sa vie, le fait que vous soyez à nouveau en harmonie avec votre père et que l'ordre soit rétabli, eh bien, elle se sent à nouveau trahie. Alors qu'elle devrait peut-être... Enfin, c'est difficile de donner des conseils et de juger, mais c'est vrai qu'en tant que maman, elle devrait se réjouir que vous soyez proche de votre père, non? Elle devrait, mais après... Qu'est-ce qu'on peut lui dire si elle nous regarde, Yvonne? Je crois que déjà, elle devrait, par amour pour vous, être moins dans cette forme de tristesse. Elle est complètement bloquée sur un passé, je pense. Ouais. Elle est restée en Ah oui, c'est comme si c'était le présent. Voilà. Donc elle est trop dans le présent et elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Et si tant soit peu elle se projette un peu dans un avenir meilleur pour elle, eh bien il n'y aura plus de conflit entre vous. Elle n'aura pas l'impression que vous la trahissez. Parce que ce n'est pas de la trahison. Quel constat tirez-vous de votre histoire? Que toute vérité est bonne à dire. Qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Ouais. Même si ça peut faire vraiment mal. Mais des fois, mieux vaut dire les choses tout de suite et que tout soit clair. Voilà. Christine, lorsque vous avez compris que celle que vous appeliez maman était en fait votre grand-mère, vous avez choisi de taire son secret, de ne pas en parler avec elle, de respecter son silence. À quel moment l'avez-vous annoncé à vos propres enfants? Lorsqu'ils étaient en âge de comprendre et une fois que j'avais fait déjà aussi un travail personnel. Parce que quand, par exemple, on veut faire une recherche généalogique,
Quand on veut travailler sur sa propre histoire, il est important de savoir effectivement d'où on vient. Et là, j'étais obligée de... Vraiment, quand j'ai pris conscience de tout ça, il fallait qu'ils soient au courant pour faire eux-mêmes, s'ils en avaient envie, leur propre démarche personnelle, s'ils avaient envie de travailler sur eux. Pendant toutes ces années de silence, quel impact le poids de ce non-dit a-t-il eu sur vous? Ce sentiment de ne pas trouver sa place, de ne pas se sentir forcément bien avec les autres, de se sentir toujours un peu à part, un peu comme le vilain petit canard noir. Est-ce qu'avec le recul, vous auriez préféré ne jamais savoir? Ah oui. Je crois que, parce qu'à l'heure actuelle maintenant, aux yeux de la société, je suis toujours née de père et mère inconnus. J'ai toujours un nom de l'assistance publique et en plus ce que j'ai appris, c'est que j'ai pas une bonne date de naissance. Alors c'est un bins. Oui, sauf que la différence, c'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir poser votre plaque et devenir professeur de yoga. Et surtout de Nia. Le Nia. Donc alors? Alors j'y vais tout doucement. C'est-à-dire que là, ça y est, vous êtes née et reconnue. Je m'approche de cette étape, mais je sens que, même intérieurement, je sens que je me sabote. C'est fou. Quoi, le Nia? Le Nia, ça veut dire maintenant je suis Now I am. C'est une technique qui vient des États-Unis et c'est un ensemble de 3 arts martiaux, du yoga et de la danse. Et c'est magnifique à faire. Je vous le conseille. Pourquoi c'était important pour vous d'être là et de nous raconter votre histoire aujourd'hui? Ça Parce que participe de cette renaissance? Voilà, c'est peut-être montrer qui je suis. Voilà, même si peut-être qu'on ne me comprend pas. Avant, j'avais beaucoup de mal quand on ne m'acceptait pas ou quand on ne me comprend pas ou quand on ne m'aime pas. Et j'avais toujours besoin d'être gentille. Et maintenant, j'ai plus envie d'être gentille. J'ai simplement envie d'être vraie. Voilà. Quel drôle de parcours. Quel parcours. Oui, c'est sûr. Quel sens vous allez donner à tout ça? Parce que on ne vit pas ça comme ça. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous faites ce travail spirituel. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, il faut que vous donniez du sens à tout ça. Voilà. Je crois qu'on vient sur cette planète Terre avec effectivement une mission, quelque chose où on doit grandir. Je ne sais plus qui a dit on n'est pas homme, mais on le devient. Et on va petit à petit vers une maturité. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont immatures et complètement adolescents. C'est-à-dire c'est un adulte qui est encore adolescent. Et quand j'entends des histoires comme ça, je me dis, mon Dieu, alors qu'un enfant, c'est sacré, quoi. Bien sûr. Et l'aider à ce qu'il grandisse et qu'il devienne le meilleur et faire sortir. Il faut qu'un adulte soit mature pour faire sortir le meilleur d'un enfant. Mais si c'est un adolescent, qu'est-ce qu'il peut faire? Il se met au même niveau que l'enfant. C'est pas possible. Et moi, je suis catastrophée. Christine, vous êtes en train de nous dire que vous voulez vous-même accoucher de vous-même. C'est-à-dire comme si votre place, vous devez la prendre. Et vous voyez combien aussi, quand on est victime d'un secret de famille, qu'on ne trouve pas sa place, on ne supporte pas le mensonge, on ne supporte pas la trahison. Il faut que ce soit transparent partout. Et la transparence, parfois, on a des lunettes et on devient quelque part, on est dans une forme de naïveté et dans une cécité psychologique. Tout à fait. Je peux savoir quelle mère vous avez été? Où vous êtes? Je pense qu'il n'y a que mes enfants qui peuvent témoigner de ça, mais j'ai donné, je crois, beaucoup d'amour, vraiment. Câline, alors que tout ce que j'ai pas pu, et je suis une grand-mère. J'adore faire pour des choses, pour mes petits-enfants. Je crée sans arrêt des choses. Et... Donc là, vous vous sentez à votre place dans votre rôle de mère et de grand-mère? De grand-mère, et oui, de mère aussi, oui. Mais comme une première partie de ma vie, je n'avais pas fait un travail personnel, je pense qu'ils ont hérité de certaines casseroles dont ils n'avaient pas besoin. Ah, d'accord, donc vous n'avez pas toujours été celle que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et ça, je regrette de ne pas avoir fait ce travail avant. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une longue vie alors, après cette
naissance? Je suis plutôt vers la fin. Ah, on ne sait pas, on sait pas. Et puis alors, ô combien révéler les secrets de famille au plus vite. Plus vite ils sont révélés, plus vite la construction est aisée. Oui, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Pas n'importe comment, et surtout pas dans une tempête émotionnelle. Exact. Vous nous tenez au courant? Oui, bien sûr. Voilà, on vous souhaite le meilleur pour l'avenir à toutes. Merci en tout cas. Merci. Vous pourrez retrouver les conseils d'Yvonne sur le site internet de Toute une Histoire. Merci à toutes de vous être confiées sur ce plateau.